Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 septembre 2025 et nos amis Richard Wolff et Michael Hudson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Richard et Michael. Welcome back, Richard and Michael. Heureux d'être ici. Nous avons eu un sommet en Chine, le sommet de l'OCS, qui a été énorme, avec l'Inde, la Russie et la Chine réunies. Nous avions également des puissances régionales, l'Iran et d'autres pays d'Asie centrale, présentes, discutant avec ces superpuissances. D'un autre côté, l'Arménie et l'Azerbaïdjan faisaient partie de ce sommet, compte tenu des nouveaux conflits dans cette région. Voici ce qu'a dit Donald Trump et comment il a réagi en parlant des États-Unis. États-Unis, tout dans le monde mourrait. C'est vrai. C'est tellement puissant, c'est tellement grand, et je l'ai vraiment rendu énorme pendant les 4 premières années. Ensuite, cela a commencé à se dégrader avec ce qu'a fait l'administration Biden. Mais nous l'avons renforcé à un niveau que je n'aurais jamais cru possible d'atteindre aussi rapidement. Nous sommes les plus dynamiques. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs financièrement. L'argent qui rentre est énorme grâce aux droits de douane et à d'autres choses, mais surtout grâce aux droits de douane. Les droits de douane nous apportent même ces autres choses. En plus, ils nous permettent d'obtenir d'excellentes négociations. J'ai réglé 7 guerres, et plusieurs de ces guerres étaient dues au commerce. D'ailleurs, les droits de douane ont été la principale raison pour laquelle l'Inde s'est retrouvée, d'une certaine manière, poussée vers la Russie et la Chine lors du sommet. Après des années, l'Inde a participé au sommet de l'OCS. Allez-y, Michael, votre avis. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu très peu de couverture dans la presse américaine et même dans la presse européenne sur le véritable objectif du sommet. La couverture du New York Times a probablement été la pire. Elle donnait l'impression que toute l'organisation de coopération de Shanghai et les réunions à Tianjin et à Pékin n'avaient pour but que de discuter de la confrontation avec l'Occident. À lire la couverture ici, ainsi que dans le Financial Times et d'autres, on croirait que les réunions portaient uniquement sur la manière de s'organiser pour menacer l'Occident. Toute la couverture porte sur le défilé militaire, qui est présenté comme une menace imminente pour l'Occident. Ce qui est omis, c'est le fait que toute cette attention portée au défilé militaire visait à rappeler au monde le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie et à cadrer toute la discussion autour de l'idée que l'objectif initial de l'ordre économique d'après-guerre, conçu par les stratèges américains, était de mettre fin au fascisme et d'instaurer un ordre mondial équitable fondé sur les principes des Nations Unies. À plusieurs reprises, tant le président Xi, le président Poutine que d'autres ont continué de se référer aux principes des Nations Unies, à savoir l'égalité de traitement et la non-ingérence dans les affaires d'autres pays. Il s'agissait de savoir comment rétablir cet ordre. Et bien sûr, ils ont reconnu que cet ordre ne pouvait désormais plus inclure l'Occident. Le discours de Poutine portait surtout sur la façon dont les États-Unis et l'Europe ont éloigné l'Occident des principes des Nations Unies, d'une économie internationale ouverte et du traitement de la nation la plus favorisée, où l'on traite les autres pays de manière égale et où l'on reconnaît les préoccupations de sécurité de chacun. Ainsi, le chef de l'OTAN, Mark Rutte, s'est plaint que Poutine recevait trop d'attention, sous-entendant qu'on ne devrait même pas discuter de ce qui se dit réellement en Chine. Cela revenait à ne pas aborder l'ampleur du tournant que nous avons observé ces derniers jours avec l'introduction d'un nouvel ordre économique. Le président Poutine, interrogé à ce sujet, a expliqué lors de la conférence de presse qu'il a donné que la confrontation n'était pas du tout au centre des discussions.
Les discussions portaient sur la manière de préciser les modalités de consolidation des relations entre les pays asiatiques, les pays des BRICS et les pays du Sud global eux-mêmes. Il n'a été fait aucune mention de l'Occident dans les discours prononcés, et les conférences de presse ne concernaient pas vraiment l'Occident. Elles portaient sur eux-mêmes. Plus précisément, comment l'Asie et les pays du Sud global peuvent-ils suivre leur propre voie en limitant au maximum les contacts et l'exposition à l'Occident? Ils n'essayent pas d'attaquer l'Occident. Ils cherchent à s'isoler et à se libérer du modèle économique occidental, du thatchérisme, de la financiarisation et du néolibéralisme qui a conduit l'Occident à la désindustrialisation. Comment les membres de l'OCS, des BRICS et leurs alliés du Sud global peuvent-ils créer une économie de marché socialiste, essentiellement sur le modèle chinois, qui élève réellement le niveau de vie et augmente la productivité au lieu de provoquer la désindustrialisation? Aucune guerre n'est véritablement menacée, sauf par l'OTAN, mais il n'y aura pas non plus de relations pacifiques. L'enjeu est de devenir indépendant des relations avec l'Occident. C'est ce qui n'est pas discuté ici. Cette fracture est parfaitement illustrée par le gazoduc Force de Sibérie 2. C'était la discussion la plus importante qui en est ressortie. Et ce gaz était initialement destiné à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Eh bien, tout cela est terminé. Ce gaz sibérien va désormais passer par la Mongolie pour atteindre la Chine. Et tout comme le gaz russe a alimenté l'industrie européenne par le passé, il va maintenant faire de même pour la Chine, la Mongolie et d'autres pays reliés à leur gazoduc commun. Cela signifie que l'Europe devra désormais compter sur les exportations américaines de gaz naturel liquéfié à des prix bien plus élevés, ainsi que sur des approvisionnements en déclin de la mer du Nord, notamment de la Norvège. Cette quantité énorme de gaz en Sibérie va stimuler la croissance chinoise. On peut voir la fureur que cela a provoquée en Europe. Hier après-midi, le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié Poutine de peut-être le criminel de guerre le plus grave de notre époque. Il a déclaré que l'Union européenne se transforme rapidement d'une union économique en un bloc politico-militaire. Il a pris des décisions et fait des déclarations presque constamment agressives. C'est ainsi que le président Poutine a décrit les propos de Merz, que les rapports occidentaux sont tout simplement belliqueux. Poutine a dit « Nous ne partons pas du principe que de nouveaux États dominants doivent apparaître. Tout le monde sera sur un pied d'égalité. » En d'autres termes, pas de nouvel État dominant signifie qu'ils ne vont plus laisser les États-Unis et leurs satellites en Europe diriger le monde, et certainement pas les diriger eux. Mais il y a une reconnaissance du fait que, oui, les États-Unis peuvent diriger l'Europe et probablement le Japon et la Corée pour le moment. Mais toutes ces réunions portaient sur la manière de ne pas s'impliquer là-dedans. Vous avez cité le président Trump tout à l'heure. Sur les réseaux sociaux, il a écrit « Président Xi, veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous complotez contre les États-Unis d'Amérique. » C'est ainsi que le message et la couverture médiatique de tout cela se sont déroulés. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais je tiens simplement à souligner le contraste entre la consolidation réussie de l'Organisation de coopération de Shanghai et le commerce et l'investissement des BRICS. C'est un système économique différent de la déstabilisation américaine, de l'économie américaine qui est en train de se déstabiliser. Et cela rend les résultats des réunions très difficiles. Je suppose que ce dont nous pouvons discuter, c'est si le monde se divise en deux systèmes différents, comment cela va-t-il affecter les pays qui ont essayé d'avoir un pied dans chaque système, comme la Turquie,
Au départ, on pensait que l'Inde serait le maillon faible des BRICS et que l'Inde essayait d'avoir un pied dans l'économie américaine et l'autre autant que possible avec les BRICS, tout en représentant en réalité les intérêts néolibéraux américains au sein des BRICS. Les droits de douane de Trump ont tout changé. Par hasard, juste une semaine avant la réunion, Trump n'a laissé aucun choix à l'Inde, si ce n'est de choisir son avenir avec les BRICS, de se réconcilier avec la Chine et de dire que cette région frontalière dans l'Himalaya, où il n'y a pas de frontières clairement définies, n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'ensemble de notre développement à long terme. Et pour l'Inde, le commerce de pétrole et de gaz que nous avons avec la Russie, raffiner le pétrole russe et l'obtenir, est bien plus crucial pour notre économie, qui fonctionne grâce à l'énergie et à l'électricité produites à partir du pétrole. C'est bien plus important que nos exportations, principalement de produits issus du travail manuel, vers les États-Unis. Eh bien, Poutine n'arrêtait pas de dire que l'Inde a besoin du marché américain, qu'elle va s'effondrer sans ce marché. Et je pense que le président Modi a été très clair sur le fait que ce n'est pas du tout le cas. Il y a ces deux dynamiques opposées à l'œuvre. D'un côté, les BRICS et la majorité mondiale essayent de s'isoler des États-Unis et de l'OTAN, non pas pour les attaquer, ni pour être des rivaux. Il n'y a aucune rivalité en jeu. Ils font des choses complètement différentes. L'Europe militarise son économie et désindustrialise le secteur non industriel. L'Asie doit certes supporter un fardeau militaire, mais elle s'efforce de continuer à diffuser le modèle industriel chinois qui a fait ses preuves à l'ensemble des autres pays des BRICS et à organiser en conséquence les traités en cours de négociation afin de consolider leurs relations mutuelles. C'est cela qui dérange tant l'Occident. L'idée que d'autres pays ne dépendent plus du marché américain ni de l'Europe, mais peuvent réellement suivre leur propre voie. C'est un système différent, et il réussit alors que l'économie américaine se contracte, que l'économie européenne se contracte et qu'elle se désagrège. Vas-y, Richard. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Michael, en apportant un peu d'histoire, puis en me concentrant sur les BRICS. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, George Kennan et d'autres ont soutenu qu'après la défaite du fascisme, la prochaine étape devait être la consolidation de l'Empire américain. Il n'a pas utilisé ce terme, mais en réalité, il s'agissait d'isoler, ou selon ses mots, de contenir l'Union soviétique, qui à ses yeux englobait alors l'Europe de l'Est. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que l'histoire nous a menés à une sorte de retournement à 180 degrés. Si je devais résumer ce que j'ai retenu de ce sommet en Chine le week-end dernier, ce serait qu'il représente un programme de containment de l'Occident et surtout des États-Unis. Encore une fois, pas avec ces mots, car il me semble qu'ils font tout leur possible pour ne pas utiliser ce langage, parce que les mots ont de l'importance. Ils ne se définissent pas comme étant pris dans une grande confrontation militaire. Ils ne se décrivent pas comme l'objet d'une vaste conspiration. Ils ne font pas cela. Vous pourriez apprécier, comme moi, ce qu'a dit M. Poutine lorsqu'on lui a montré l'extrait que vous venez de nous montrer, Nima, à propos de mes salutations alors que vous conspirez contre les États-Unis. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en pensait, M. Poutine a eu un large sourire et a dit combien il appréciait le sens de l'humour de Donald Trump. Quelle manière remarquable de désamorcer par l'humour, par le ridicule, toute l'intensité de la situation. Le langage surchauffé devient maintenant une plaisanterie. Cela en dit long sur ce qui se passe ici. Premièrement. Deuxièmement, les BRICS se trouvent désormais dans une position très confortable, et c'est ce que ce sommet m'a montré. Depuis 5 ans,
De 2020 à aujourd'hui, l'écart entre la taille et la richesse économique des BRICS par rapport à celle des États-Unis ou du G7 n'a cessé de se creuser. C'est d'une importance capitale. Ils ont rattrapé leur retard en 2020 et ils nous laissent désormais derrière eux alors qu'ils avancent. C'est pourquoi le point soulevé par Michael est si important. That's why Michael's point is so important. Their major function now is to Leur principale fonction maintenant est de consolider, d'organiser, d'intégrer ce qu'ils possèdent déjà. Ce qui, je tiens à vous le rappeler, représente que les BRICS réunis comptent plus de la moitié de la population de cette planète. Le G7, lui, ne représente guère que 10% de la planète. Ces chiffres sont très difficiles à surmonter. Et si vous ajoutez les 5 années pendant lesquelles l'un d'eux croît nettement plus vite que l'autre, je tiens à vous rappeler, l'Allemagne est en récession, le Royaume-Uni tient à peine le coup, et les États-Unis se sentent mieux que tous les autres parce qu'ils affichent une croissance de 2,5%. La Chine est à 5% et l'Inde à 7%. Il n'y a pas de comparaison possible ici. Le temps a joué en leur faveur, et cela ne fait que s'accentuer à mesure que je parle. Et c'est de cela qu'ils s'occupaient. as I speak. And that's what they were dealing with. They know that. The United States people Ils le savent. Le peuple des États-Unis le sait aussi. Tout le monde le sait. Mais cela signifie qu'ils n'ont pas besoin et ne veulent pas de confrontation militaire. Et ils ne la veulent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Alors que l'Occident la veut parce qu'il en a besoin. Il faut garder cela à l'esprit. Sinon, on risque de mal comprendre la dynamique à l'œuvre ici. Et je pense qu'au fond, c'est une situation très dangereuse. Je vais conclure mes remarques là-dessus. Les États-Unis maintiennent environ 700 bases militaires à travers le monde. La Russie et la Chine n'ont rien de comparable. La Chine en déclare une, et je ne sais pas combien en déclare la Russie, mais c'est négligeable. D'accord, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, laissez-moi vous donner un deuxième exemple. What does that mean? Well, let me give you a second example. Over the time of the meetings in Au cours des réunions à Pékin, la seule chose spectaculaire que les États-Unis ont faite, et dont ils se sont assurés que le président l'annonce, fut un acte extraordinaire. Un bateau, une petite embarcation, équipée de quelques moteurs hors bord, naviguait dans des eaux situées à 1600 km des États-Unis. D'après les images que l'on nous a montrées, il était évident que ce bateau ne transportait aucun missile. Il n'aurait pas pu en transporter. Il était trop petit. Il se déplaçait entre le Venezuela et Trinité, une courte distance. Ces deux pays ne sont séparés que par 16 ou 20 kilomètres d'eau. Et les États-Unis ont pris la mesure extraordinaire, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a à bord d'un tel bateau sans une inspection très rapprochée, de ne pas l'arrêter. It did not stop the boat. It did not arrest the people in the boat. Elle n'a pas arrêté les personnes présentes sur le bateau. Elle a fait exploser le bateau, soit avec un drone, soit avec un missile, tuant, selon le gouvernement américain, 11 personnes qui se trouvaient dans ou sur ce bateau. Voilà les États-Unis. Et cela a été annoncé par le président lors de sa conférence de presse. Cela a été annoncé sans arrestation, sans procès, sans jury, sans jugement. Ces personnes ont été exécutées sommairement. Que faites-vous? D'ailleurs, il s'agit de eau internationale, où le droit international interdit ce genre d'actes. Les États-Unis ne sont pas en guerre avec le Venezuela, ou si c'est le cas, personne ne l'a déclaré, ni les Vénézuéliens, ni les Américains. Le Congrès n'a pas voté pour cela, et le président ne l'a pas annoncé. Congress hasn't voted for it, and the president hasn't said it. He announced that Il a annoncé que nous, qui que soit ce nous royal, avions coulé un bateau de drogue, comme s'il savait, à 1000 kilomètres de là, ce qu'il y avait dans ce bateau et où allaient les personnes à bord avec ce qu'il transportait. Puisque c'est à 1000 kilomètres de distance et qu'il y a de nombreux pays entre cet endroit et les États-Unis, ce bateau aurait pu se diriger vers n'importe lequel d'entre eux, avec Dieu sait quoi à l'intérieur. Que faites-vous? C'est un acte tellement scandaleux,
Et il sera perçu ainsi dans le monde entier, qu'il faut se demander, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à agir ainsi? Et qu'est-ce qui peut bien vous pousser à faire annoncer au monde par votre président que vous le faites? La seule réponse que je trouve, c'est qu'il est très important à court terme de détourner l'attention de l'affaire Epstein, qui menace M. Trump, et qu'à long terme, cela souligne que l'action militaire est tout ce à quoi nous sommes réduits. Et maintenant, enfin en Afghanistan, les États-Unis ont commencé, si je comprends bien, à utiliser des drones. Et très célèbrement, pendant plusieurs années, ils se sont fiés à leurs sources d'information, quelles qu'elles soient, et ont utilisé les drones pour assassiner des groupes de personnes qui se trouvaient souvent à des funérailles, un mariage, une réunion de famille. D'accord, si vous continuez à faire cela, et c'est l'équivalent de ce qui a été fait avec ce bateau, vous apprenez aux gens à qui vous faites cela à être profondément en colère, amers et craintifs, parce que pour eux, c'est une destruction militaire totalement irrationnelle. Si vous voulez savoir, honnêtement, pourquoi la guerre en Afghanistan, qui opposait les États-Unis aux talibans, a été perdue par les États-Unis. Parce que ce qui dirige l'Afghanistan aujourd'hui, mes amis, c'est les talibans. Ils ont gagné, nous avons perdu. Et l'une des raisons, c'est ce que nous y avons fait. Et il semble que nous n'ayons pas tiré la leçon. Toute l'Amérique latine peut désormais se demander, peut-on envoyer un bateau avec n'importe quoi, n'importe où dans la mer des Caraïbes par exemple, ou risque-t-on de déplaire aux États-Unis qui se montrent prêts à être à la fois jury, juge, procureur et bourreau, tout cela instantanément, alors qu'il n'y a manifestement aucune menace imminente pour un Américain, où que ce soit. Nous assistons à quelque chose qui en soi est petit, mais qui, replacé dans son contexte, ne l'est pas. C'est un signe dangereux d'une dépendance à l'action militaire, parce que plus rien d'autre ne semble fonctionner pour résoudre vos problèmes. L'Inde nous échappe. Le président, qui prétend être un grand dirigeant grâce à ses tarifs douaniers, le fait alors même que nous voyons les BRICS s'organiser pour permettre à des dizaines de pays de réduire ou d'éliminer les préjudices qu'ils estiment avoir subis à cause de ces tarifs. 50 ou 100 milliards récoltés grâce aux tarifs sont une compensation ridiculement insuffisante face aux dégâts causés par ce qu'a fait l'Inde. Et enfin, ce que tous les pays du monde font désormais, ce que toutes les entreprises impliquées dans le commerce international font désormais, c'est de réévaluer leur position. Et d'ailleurs, cela inclut aussi les entreprises américaines, qu'elles aient des usines à l'étranger ou qu'elles soient implantées ici, aux États-Unis. Une stratégie pratique visant à maximiser les profits exige de s'adapter à une économie mondiale en mutation profonde. Le reste du monde n'a, dans la plupart des cas, pas imposé de droits de douane aux États-Unis. Mais il pourrait le faire. Et si l'évolution prend certaines directions, il le fera. L'emplacement de votre entreprise, vos partenaires commerciaux, vos fournisseurs, vos clients, tout le monde est en train de recalculer. Et dans ce recalcul, l'importance relative de l'Occident diminue, tandis que celle des personnes réunies à Pékin augmente. Les seuls qui ignoreront cela sont ceux qui sont autodestructeurs plutôt que motivés par le profit, contrairement à ce qu'ils prétendent. Nous assistons donc à un changement de l'économie mondiale et nous observons une réunion à Pékin qui sera considérée rétrospectivement comme une étape très importante. M. Trump a accéléré ces changements. C'est tout. Michael, je voudrais revenir sur le point que tu soulevais à propos de l'attaque contre le Venezuela, le bateau. Le président Trump a expliqué pourquoi il l'a fait. Il a dit explicitement, ce n'est que la première attaque contre le Venezuela.
c'est le coup d'envoi. Et comme tu le sais, il y a eu ces dernières semaines des discussions sur les plans des États-Unis d'envahir le Venezuela, car, en effet, cela représente une menace pour les États-Unis. Et il faut comprendre en quoi consiste cette menace. La menace, c'est que le Venezuela possède du pétrole qui n'est plus directement contrôlé par les États-Unis. Le contrôle de l'approvisionnement mondial en pétrole, ou du moins le contrôle de l'approvisionnement en pétrole des pays satellites occidentaux, est essentiel pour le contrôle diplomatique américain de leurs économies. C'est ce contrôle exercé par les 8 sœurs, les grandes compagnies pétrolières américaines, britanniques et néerlandaises réunies, qui permet aux États-Unis d'imposer des sanctions et de dire « Si votre pays ne fait pas ce que nous voulons, par exemple, si votre pays ne rompt pas ses relations commerciales et d'investissement avec la Russie, nous allons couper votre approvisionnement en pétrole. » Je pense donc qu'il faut replacer l'attaque contre le Venezuela dans le même contexte que la destruction du Nord Stream par les Américains. Les États-Unis ont déjà déclaré que Trump a mis une prime de 50 millions de dollars sur la tête de quiconque pourrait tuer le président vénézuélien Maduro. Cela n'est pas exactement conforme à la règle de la Charte des Nations Unies concernant la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Les États-Unis ont déjà saisi les avoirs du Venezuela. Ces réserves d'or détenues à la Banque d'Angleterre ont été confisquées. Les États-Unis ont également saisi les parts du Venezuela dans les réseaux de distribution et de stations-service sur leur territoire. Les États-Unis veulent le pétrole vénézuélien parce qu'il s'agit d'une quantité énorme de pétrole. Et les États-Unis cherchent à contrôler ce pétrole depuis un siècle. C'est pourquoi leurs raffineries ne sont pas au Venezuela. Mais à Trinité, parce que c'est séparé du Venezuela, les États-Unis ont toujours voulu avoir la possibilité de faire pression sur le Venezuela en disant « Eh bien, vous avez peut-être le pétrole, mais qui va le raffiner? Eh bien, ici, vous êtes à 12 miles. À Trinité, c'est très distinct. Et nous pouvons contrôler Trinité et ainsi garder notre emprise sur vous. » Pensez à l'attaque imminente contre le Venezuela dans le même cadre de référence que lorsque Trump a dit qu'il fallait envahir le Groenland pour notre propre sécurité nationale. Le Groenland possède des matières premières que les États-Unis convoitent. Il bénéficie d'une situation géopolitique favorable dans le nord pour contrôler une grande partie du commerce maritime et toute la zone arctique. Voilà de quoi il s'agit. Les États-Unis veulent en réalité envahir le Venezuela, et il semble qu'ils aient préparé des forces de marine pour une invasion. Nous ne savons pas combien. Il y a diverses rumeurs et rapports à ce sujet, mais suffisamment de rapports pour dire que les plans existent bel et bien. Et lorsque Trump dit que ce n'est que la première étape, il ne s'agit pas du vote. Il ne s'agit pas du trafic de drogue. Si vous n'aimez pas un autre pays, si vous n'aimez pas le socialisme, quelle est la traduction américaine du socialisme? Trafic de drogue, terrorisme, ils sont accusés de cela. Encore une fois, la seule chose dont les États-Unis ne peuvent pas parler alors qu'ils y sont contraints, le néocolonialisme impérial, conquérir le Venezuela, conquérir le Groenland, tout comme l'Angleterre, la France et l'Allemagne ont conquis une partie de l'Afrique. Tout à coup, on se retrouve projeté 150 ans en arrière dans l'histoire. Eh bien, ce dont ils ne peuvent pas parler, pour revenir aux réunions de l'OCS et des BRICS, c'est que ce que font les BRICS, ce que la Chine a accompli en créant une économie mixte, appelons-la une économie de marché socialisée, c'était la dynamique originelle du capitalisme industriel. Chercher à rationaliser la production, à minimiser le gaspillage, à réduire les coûts inutiles imposés par les classes extractrices de rente, les propriétaires fonciers, les monopoles, les banques qui ne jouaient pas un rôle productif dans le financement de l'industrie.
Le problème, c'est que l'Amérique et l'Europe ne suivent plus cette logique originelle du capitalisme industriel du 19e siècle. Ils sont prêts à faire exploser le monde s'ils ne peuvent pas le contrôler et dominer les autres pays. C'est cela qui est en jeu dans cette attaque de bateau vénézuélien. Elle a été montrée encore et encore à la télévision, l'explosion du bateau. Peut-être que le titre de cette émission devrait être « Barbarie en phase terminale ». Ce terme a été largement utilisé sur Internet, y compris par des invités de votre émission Nima, comme Alastair Crooke et d'autres. C'est une barbarie en phase terminale et la volonté d'attaquer d'autres pays que les États-Unis et l'OTAN ne peuvent pas contrôler. C'est dans ce contexte que l'Asie, les BRICS et d'autres pays s'interrogent pour comprendre où l'économie américaine et les économies européennes se sont trompées. Comment pouvons-nous l'éviter entre nous? Comment pouvons-nous créer des échanges commerciaux entre nous, des investissements entre nous et des relations monétaires entre nous qui ne mèneront pas au type de financiarisation qui a détruit les économies occidentales, alors qu'elles se sont longtemps éloignées du capitalisme industriel pour aller vers le capitalisme financier et la polarisation financière, polarisant les économies entre créanciers et débiteurs et imposant tout un fardeau de services de la dette, de rentes foncières et de monopoles croissants. Voilà le modèle occidental. Et ce que les BRICS discutent, c'est comment éviter tout cela. Et ils réinventent la roue que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les États-Unis ont développée lors de leur essor industriel au début du 19e siècle. Eh bien, c'est justement ce dont on ne peut pas parler. Donc, au lieu de l'expliquer clairement en disant « Eh bien, nous ne sommes plus des pays capitalistes industriels, nous sommes en train de nous désindustrialiser, et la seule façon de contrôler d'autres pays, c'est de les saisir par la force militaire, que ce soit le pétrole vénézuélien, le Groenland ou les terres rares d'Ukraine. Eh bien, il les qualifie simplement de trafiquants de drogue, de belliqueux, de maléfiques. Et cette diabolisation d'autres pays, comme si les pays que vous ne pouvez pas contrôler étaient des trafiquants de drogue, ou étaient ethniquement inférieurs s'ils sont slaves et que vous êtes ukrainien, ou s'ils sont hispaniques, et que vous êtes un gouvernement américain, républicain. Toute cette diabolisation sert à éviter de parler de ce que signifie réellement la division du monde que nous voyons se dessiner depuis une semaine. Je voulais ajouter, car il y a un débat en cours qui commence par reconnaître à juste titre, selon moi, qu'il existe aussi d'énormes différences entre les membres des BRICS. C'est exact. Ce sont des pays très différents, avec des histoires, des systèmes économiques et des cultures différents. C'est un groupe très complexe et hétérogène, avant tout. Il est actuellement rassemblé par un ennemi commun. Et ce qui n'est pas reconnu ici aux États-Unis, c'est que les États-Unis sont cet ennemi. C'est pourquoi on observe ce résultat apparemment paradoxal. Les États-Unis veulent tout faire pour minimiser et nier les BRICS, puis se retrouvent confrontés au fait qu'ils sont la force la plus importante qui rassemble ce groupe hétérogène. Il est également important de reconnaître qu'à mesure que le monde change, notre façon de penser l'économie mondiale doit elle aussi évoluer désormais. Le XXe siècle a présenté la question comme s'il s'agissait d'une grande lutte historique entre le système capitaliste et le système socialiste, États-Unis, URSS, etc. Les questions soulevées par le capitalisme face au socialisme sont toujours d'actualité. Elles n'ont pas été résolues, ni en Occident, ni en Orient. Elles joueront leur rôle. Pour l'instant, elles sont secondaires, car la question clé qui motive les acteurs et les affaires mondiales est cette rupture entre la domination de l'Occident et la montée de l'Orient, le déclin du G7, l'ascension des BRICS. Il est tout à fait pertinent que nous réfléchissions à cette dynamique.
non pas parce qu'elle remplace ou rend obsolète la lutte entre capitalisme et socialisme. Cette lutte existe, elle est juste sous la surface, et elle refera surface. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais cela continuera dans un pays ou un autre, dans une région ou une autre, au sein d'un groupe de travailleurs en grève, dans une usine, dont remplissez n'importe quel espace de n'importe quel pays, désormais au sein des BRICS. Ils n'ont pas surmonté ces contradictions. Certains de leurs partisans peuvent l'affirmer, mais c'est naïf. Vous savez, les personnes qui ont fait la transition du féodalisme au capitalisme, par exemple en France, Robespierre, Danton, tous les autres, aimaient parler de liberté, d'égalité, de fraternité et de la lutte du peuple. Ils croyaient qu'en instaurant le capitalisme, on obtiendrait la liberté, l'égalité, la fraternité, et pour ajouter la contribution de la Révolution américaine, la démocratie. Eh bien, le 19e siècle a appris aux gens qu'ils avaient obtenu le capitalisme. C'est vrai. Vous avez enterré le féodalisme. C'est vrai. Mais avez-vous obtenu la liberté, l'égalité, la fraternité et la démocratie? Pas du tout. Et qui a exprimé cela plus puissamment au 19e siècle que quiconque? Karl Marx. Voilà sa contribution. Il aimait la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie, les révolutions françaises et américaines. Il l'a répété maintes et maintes fois. Mais il disait que le capitalisme est son propre obstacle à la réalisation de ses idéaux. Et c'était là sa seconde grande contribution. Ce n'est pas externe, c'est interne. Eh bien, nous avons tout à fait le droit de dire, et je soutiendrai, que les BRICS représentent une rupture immensément importante dans le capitalisme occidental, remettant en cause tous ceux qui l'ont dirigé, ou comme le dit Michel, remettant en cause toute la logique et l'idéologie du capitalisme au 19e et 20e siècle. Donc c'est, vous savez, d'une importance incommensurable, mais cela n'efface pas, n'élimine pas, ni ne laisse de côté les autres questions. Cela nous enseigne simplement que, même si nous avons pu penser que l'enjeu du XXe siècle était le capitalisme contre le socialisme, beaucoup d'autres choses se passaient. Et celles-ci sont désormais mises en avant, reléguant ces autres questions au second plan. Mais elles ne sont pas résolues. L'avenir nous montrera que ces questions restent sur la table, et cela sera le cas en Chine comme partout ailleurs. Eh bien, Richard, tu as tout à fait raison de souligner ce qu'a été la rupture. Les BRICS ont une variété de systèmes politiques et il existe des forces néolibérales très puissantes au sein des BRICS. Comment gèrent-ils cela? Eh bien, je pense que la clé de ces réunions, c'est que, bien qu'elles soient nominalement des réunions géopolitiques, comme nous l'avons vu en Chine, l'ensemble des réunions a été construit autour de cet anniversaire militaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela a été placé dans une perspective militaire afin de souligner à quel point le combat d'aujourd'hui est important pour façonner les 80 prochaines années. Parce que, tout comme la promesse du capitalisme industriel d'apporter plus d'égalité et d'améliorer le niveau de vie, a fini par dévier vers le capitalisme de monopole et le capitalisme financier, les accords des Nations Unies et tout l'ordre économique qui a été conçu en 1944-45, qui ont créé l'ONU, le FMI et la Banque mondiale, n'ont absolument pas tenu leurs promesses. Et je pense que le discours du président Xi lors de cette réunion a proclamé que l'objectif était, je cite, une initiative de gouvernance mondiale. Il parle de la manière de créer une gouvernance mondiale qui puisse être acceptée face à la force du néolibéralisme dans certains pays et face aux intérêts de rente post-industrielle encore présents dans de nombreux pays des BRICS et dans de nombreux pays du Sud global. Comment y faire face? Tout ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils se sont fixés comme objectif, c'était d'établir un ensemble d'hypothèses fondamentales pour le commerce international. La non-ingérence en était une,
l'égalité entre les différents pays et le fait de ne pas menacer la sécurité nationale des uns et des autres. L'égalité de souveraineté économique entre les nations était vraiment le cœur du sujet. Mais comment les pays du Sud global peuvent-ils avoir une souveraineté économique, par exemple, lorsqu'ils connaissent l'équivalent moderne de ce que la Grande-Bretagne et l'Europe ont connu, la survie du féodalisme, la persistance d'une classe de propriétaires fonciers, la rente foncière, la survie des monopoles. Ce que les pays du Sud global portent comme héritage, tout aussi grave que le féodalisme, c'est l'héritage de la propriété étrangère de leurs matières premières et de leurs ressources. Ce que l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la France recherchaient en Afrique, ce n'était pas de se reproduire elles-mêmes, ni de répandre le capitalisme industriel qui avait marqué le décollage industriel de l'Europe, mais elles recherchaient la rente. Elles voulaient créer sa propre forme d'économie rentière, tout aussi contraignante que l'était le féodalisme. Ils voulaient des rentes issues des ressources pétrolières, minières ou des monopoles dans les transports, comme les investissements européens dans les canaux, les chemins de fer et d'autres infrastructures de base. Dès le début, les investissements européens puis américains dans le Sud global ont pris une forme complètement différente de ceux réalisés en Europe continentale et aux États-Unis eux-mêmes. Tout cela relevait de la recherche de rente. Eh bien, c'est l'héritage avec lequel les pays britanniques doivent composer, car cet héritage a créé des oligarchies clientes dans de nombreux pays du Sud. C'était un problème qui les préoccupait jusqu'à la semaine dernière en ce qui concerne l'Inde. Où se situe l'Inde avec son économie mixte et son identité géopolitique hybride? Eh bien, ils ont réussi à résoudre cela. Ils vont devoir résoudre le problème que vous soulevez, celui des différents systèmes économiques au sein des pays des BRICS et du Sud global. La seule façon de commencer, c'est de dire ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord, c'est la dédollarisation, l'utilisation de nos monnaies respectives et non du dollar. La Chine va être le principal investisseur dans une banque internationale et créer des relations commerciales. Cela doit être le point de départ. Comment ils interagissent entre eux avant de pouvoir agir maintenant? Comment gérons-nous vos économies nationales afin que d'autres pays puissent suivre la même voie que la Chine en maintenant le secteur financier comme un service public pour créer de la monnaie et du crédit à des fins d'investissement en capital et de prêts productifs au lieu de prise de contrôle d'entreprises prédatrices, de leviers financiers et de pyramides de dette comme c'est le cas aux États-Unis. C'est ce qu'ils essaient de faire. Je pense que l'accent est mis sur les relations géopolitiques internationales, avant de pouvoir ensuite aborder les relations intérieures, travailler sur cette discussion géopolitique de savoir comment nous allons organiser les moyens de paiement. Qu'est-ce qu'un prêt productif? La structuration du commerce extérieur et de l'investissement à sa propre dynamique pour transformer ses économies internes afin de se libérer de l'économie occidentale, néolibérale, extractive, financiarisée et prédatrice que vous avez ici. Richard, juste pour ajouter quelque chose à ce que Michael a dit, au cours des 3 dernières années, le dollar américain a perdu environ 17% de sa valeur par rapport à l'or. Et c'est, je pense, le point principal sur lequel la Russie, la Chine et d'autres pays essayent de s'appuyer dans leurs économies. L'objectif principal est de miser sur la valeur de l'or. Vas-y, Richard. Je manque aussi personnellement de temps, mais je voudrais juste ajouter un petit point. Je pense que nous allons voir ce à quoi Michael vient de faire allusion. Nous allons voir, et le monde entier verra, comment exactement la Chine et les BRICS
vont gérer les questions économiques auxquelles le monde entier est confronté, mais de manière différente. On va le voir étape par étape, que ce soit dans l'attention portée au climat. Dans quelle mesure votre développement économique sera-t-il façonné par la prise au sérieux des enjeux climatiques ou non? C'est déjà évident. Dans quelle mesure votre action sera-t-elle axée sur le fait de s'assurer que l'inégalité des richesses et des revenus cesse d'augmenter et commence, même si ce n'est que de façon marginale, à diminuer en prenant des mesures délibérées? Et il y a quelques preuves en ce sens. Et le dernier point qui, selon moi, pourrait faire la différence, c'est la manière dont vous allez intégrer l'intelligence artificielle. En Occident, c'est une menace pour l'emploi. La raison en est que les capitalistes utilisent l'IA, s'ils l'utilisent, s'ils l'installent, parce qu'ils peuvent licencier des travailleurs et les remplacer par l'IA. Si vous avez 100 travailleurs effectuant une tâche et que l'IA leur permet à tous d'en faire un peu plus, vous pouvez en licencier 50 et obtenir autant de travail qu'avant avec les travailleurs restants. Et vous verrez cela. C'est pourquoi il y a de l'alarmisme et de l'anxiété concernant l'emploi. Mais bien sûr, il existe une alternative. Si l'IA vous rend 2 fois plus productif, comme dans mon exemple, l'alternative serait que tout le monde garde son emploi, mais ne travaille que 4 heures par jour, au lieu de 8. Vous obtenez alors la même production, les mêmes chiffres, le même profit. Tout est identique, mais l'IA a été utilisée pour augmenter le temps libre de la majorité, la classe ouvrière. Voilà, ce sont les deux extrêmes. Soit on licencie la moitié des travailleurs, soit on les garde tous en leur donnant un emploi à mi-temps, tout en les payant pareil. Parce que tous les chiffres s'équilibrent. Le profit est le même, la production est la même, le chiffre d'affaires est le même, les salaires sont les mêmes. Moitié moins de travail, même salaire. Les travailleurs adoreraient ça. Voilà donc les deux extrêmes. On peut faire tout ce qu'il y a entre les deux. C'est une décision que de plus en plus de pays vont probablement prendre. Et cela va distinguer ceux qui, en général, sont sérieux au sujet des anciens objectifs socialistes de ceux qui ne le sont pas. Et cela va devenir un sujet de discorde au sein de chaque économie. C'est ce que je veux dire en affirmant que nous n'avons pas quitté le monde du capitalisme contre le socialisme. En réalité, nous sommes plus proches de faire de cette lutte une réalité quotidienne qu'auparavant. Nous ne l'avions tout simplement pas compris. Nous pensions que la lutte était X. En réalité, c'est Y. C'est ainsi que je pense que nous devrions envisager la signification de tout le mouvement des BRICS. Cependant, je suis désolé. J'ai encore autre chose à dire. Je vous souhaite à tous bonne chance et je serai prêt pour jeudi prochain, sans limite. Yeah, thank you, Oui, merci Richard. À bientôt. Michael. Michael. Eh bien, je pense que Richard a mis le doigt sur le fait que, oui, il s'agit d'un affrontement, mais pas tant entre le socialisme et le capitalisme, car que signifie réellement le capitalisme? C'est en réalité un affrontement entre le socialisme et le capitalisme financier. À la fin du 19e siècle, tous les auteurs des économies capitalistes pensaient que la trajectoire du capitalisme industriel allait mener vers une économie mixte, et ils utilisaient tous le mot socialisme. Cela signifiait quelque chose de différent, comme nous l'avons évoqué, selon les personnes. Il existait de nombreux types de socialisme. Socialisme anarchiste, socialisme libertaire, socialisme d'entraide, socialisme chrétien, socialisme de John Stuart Mill. Taxer les propriétaires fonciers, c'est en somme le dénominateur commun de l'économie classique. Basically, that's the common denominator of classical economics. Socialism was expected as part of the... Le socialisme était attendu comme faisant partie de la dynamique propre au capitalisme industriel. Tout cela a pris fin après la Première Guerre mondiale. Et l'on peut considérer l'OCS, les BRICS et les pays du Sud global
On peut regarder ce qui s'est passé la semaine dernière comme posant les bases d'une reprise de toute cette idée d'économie de marché, d'économie capitaliste d'État, d'économie mixte, comme c'est le cas en Chine. Et comme Lénine l'a décrit dans sa nouvelle politique économique de 1921, il y aura toujours besoin d'une forme d'économie mixte. Il faudra aussi un système fiscal, une uniformité fiscale entre les pays qui font du commerce et des investissements, de sorte que le système fiscal soit basé sur la taxation de la rente économique, c'est-à-dire le revenu non gagné, la rente foncière, la rente de monopole, rente de stérilité et la spéculation financière. Et il y aura toujours une certaine forme de rente, car certaines localités bénéficient d'un meilleur emplacement. Il y aura toujours un monopole naturel sous la forme des infrastructures publiques de base. Transport, communication, santé, éducation. Ces secteurs potentiellement générateurs de rente seront maintenus dans le domaine public et non par la finance. Et tant que la finance sera utilisée, conjointement avec le système fiscal, pour façonner le fonctionnement des économies, c'est de cela que porteront les discussions, les débats et la théorie du développement économique pour les prochaines générations. Or, c'est précisément ce qui n'est pas discuté en Occident, mais qui l'est en Chine et parmi les pays qui viennent de se réunir à Pékin. Je pense donc que nous pouvons considérer cela comme une mise en place du contexte. D'un côté, il y a les mesures positives prises par l'Asie, qui attirent autant de pays du Sud global que possible, même si ça implique de s'éloigner de leurs oligarchies clientes et de leurs propres intérêts rentiers que l'Occident a mis au pouvoir. Et c'est bien sûr tout l'enjeu de la lutte américaine contre le Venezuela. Le Venezuela a tenté de mener une révolution socialiste, et l'Amérique a déclaré « Nous allons rendre le socialisme tellement coûteux pour vous, par le biais de dépenses militaires et de sabotage économique, que nous pourrons ensuite affirmer que le socialisme est un échec parce que nous sommes capables de détruire les économies socialistes. » Eh bien, les pays des BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai ont déclaré « Vous n'allez pas pouvoir faire à nos économies ce que vous venez de faire au Venezuela et ce que vous menacez de faire au Groenland. Nous allons nous isoler de vous, nous n'allons pas nous battre contre vous, nous nous défendrons si vous nous attaquez comme vous attaquez la Russie en Ukraine. Si vous nous attaquez à cause de la voie que nous empruntons, alors bien sûr, il y aura un affrontement. Nous ne voulons pas de conflit. Nous voulons simplement n'avoir rien à faire avec vous. Vous êtes un système différent. Vous représentez la barbarie de la phase terminale et nous suivons notre propre chemin. Je pense que c'est cela qui façonne la prochaine génération à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Michael, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Merci de m'avoir invité, Nima. C'était la bonne discussion à avoir en ce moment.